Ça devrait être bon. Bonjour à tous. On attend quelques minutes que les derniers courageux se joignent à nous et on pourra commencer. Bonjour tout le monde. Hello Charles, j'ai des anciens camarades d'école d'ingénieurs, ça fait plaisir. On va attendre encore 2 petites minutes et puis on démarrera le webinaire. Je pense qu'on peut démarrer. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Je vais me présenter rapidement. Je suis Alice Desfontaines en brand marketing chez Greeny et je serai du coup la médiatrice de ce webinaire. N'hésitez pas à mettre vos questions au cours du webinaire directement dans le chat. On y répondra à la fin. J'aurai une petite session de questions-réponses. Voilà, on aura un œil dessus, donc n'hésitez pas à partager vos questions et vos insights sur le sujet. Je suis très heureuse de faire ce webinaire aujourd'hui parce que je suis avec 3 experts de la finance et de la durabilité. Donc je vais vous présenter un à un. J'accueille en premier Florian Debon, qui est donc vice-président innovation et affaires publiques chez Helios, un modèle bancaire qui est dédié au financement de la transition écologique. À nos côtés, il y aura aussi Mathieu Silva Santos, qui est directeur de l'offre et de l'ISR chez Goodvest, une entreprise qui propose des solutions d'investissement engagées pour l'environnement et alignées sur l'accord de Paris. Et enfin, Noémie Billion, qui est directrice du développement commercial chez Greeny, une solution qui permet aux entreprises de s'engager durablement dans leur stratégie climat, du bilan carbone à la compliance CSRD en passant par les ACV et l'initiative SBTI. Donc voilà, du beau monde pour réfléchir autour de la finance durable. Aujourd'hui, on va parler de l'impact carbone du secteur bancaire. C'est un secteur qui, de par son importance en termes de pourcentage des émissions globales, est de plus en plus scruté. Il y a énormément de réglementations qui apparaissent pour gagner en transparence sur à la fois l'impact carbone des banques, mais aussi des financements
qui sont effectuées à n'importe quelle échelle. Donc il y a la SFRD qui a été mise en place il y a quelques temps, la CSRD qui prend le relais aujourd'hui. Donc c'est un secteur qui est de plus en plus scruté avec des attentes et des exigences de plus en plus importantes. Mais il y a aussi un enjeu à l'échelle des individus pour savoir quel est l'impact carbone de leurs placements financiers et à quel niveau ces placements financiers-là sont intégrés après dans l'impact carbone des banques et du secteur de manière générale. Donc voilà, aujourd'hui, on va essayer de comprendre ensemble quel impact carbone du secteur bancaire dans son ensemble, à l'échelle de l'individu et à l'échelle des banques. Et on va aussi découvrir des alternatives responsables qui permettent de mesurer et de réduire cet impact à plusieurs échelles pour que ce soit le plus effectif. Donc voilà, j'en dévoile pas plus. Je te donne la parole, Florian. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus et nous expliquer pourquoi est-ce que l'argent qui est placé et qui dort en quelque sorte dans les banques est-il source de pollution? Bonjour à toutes et à tous, très heureux en effet d'être parmi vous. On est tous partenaires, c'est quand même, voilà, il faut le noter, on travaille tous ensemble, donc d'autant plus heureux d'avoir cette conversation avec vous. Alors, l'argent pour le coup ne dort pas dans un coffre, c'est ce qu'on va voir avec les slides suivantes. Donc on ne mesure pas, c'est quelque chose qu'on ne mesure pas, je dirais, instinctivement, mais on le voit ici, 5 000 € déposés dans un compte courant, c'est par exemple l'équivalent de près de 9 000 kilomètres parcourus en voiture ou 2 allers-retours Paris-New York. Donc c'est quelque chose d'assez conséquent et même je dirais, voilà, les proportions sont massives, puisqu'en fait, pour bien comprendre, c'est par leurs investissements que les banques vont être amenées à financer des secteurs qui sont nocifs pour l'environnement. On va le voir avec la slide suivante, et ces secteurs-là vont, en fait, et d'ailleurs je peux enlever le futur, en fait, c'est le financement de ces secteurs nous éloigne bien de la trajectoire qui a été définie à l'occasion de l'accord de Paris sur le climat. Donc ici, c'est une étude d'Oxfam de 2020 qui nous indique que l'empreinte carbone de ces six donc là, c'est un zoom sur les 6 plus grandes banques françaises, mais en tout cas, l'empreinte carbone de ces établissements-là, du fait de leurs investissements, puisqu'encore une fois, l'argent du compte courant ne dort pas, eh bien, cette empreinte carbone va représenter près de 8 fois les émissions de gaz à effet de serre de la France entière. Donc, c'est colossal. Et on l'a vu en 2023 avec le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz. On a un besoin additionnel aujourd'hui de financement de 66 milliards d'euros par an en moyenne d'ici 2030 pour financer la transition. Alors il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui on a près de 6 200 milliards d'euros d'épargne parmi les Français, et on a notamment 8% de cette manne qui se trouve sur les comptes courants. Et donc c'est pour ça que chez Helios, on a décidé de s'adresser aux particuliers avec les produits du quotidien de la banque de détail traditionnelle, les comptes et les cartes. Mais on va le voir un peu plus tard, il y a en effet plusieurs produits qui vont nous permettre d'avoir un impact majeur. Peut-être passons à la slide suivante. Donc comment les banques, puisqu'on on a vu à l'instant que l'argent ne dormait pas, comment ça se passe-t-il? En fait, c'est assez simple. Donc le compte courant est un produit liquide, donc l'établissement se doit évidemment d'assurer cette liquidité, c'est-à-dire de vous permettre de réaliser vos virements, de retirer au distributeur, de payer avec votre carte. Malgré tout, il y a une part de ces dépôts qui restent stables dans le temps, et donc c'est cette part-là qu'on va pouvoir investir dans des projets. Plus on a de l'historique et plus on peut allouer une part importante des dépôts, puisqu'on a une connaissance fine de la typologie de clients. Et puis on l'a vu à l'instant, on a quand même une
partie plus que significative des Français. Je parlais de 8% de l'épargne totale qui se trouve sur les comptes courants. Donc, typiquement, cette partie-là ne va pas bouger. Et donc, chez Helios, on a développé un modèle en entonnoir qui se veut extrêmement simple. C'est-à-dire que d'une part, on a l'exclusion des secteurs qui ont été identifiés comme nocifs pour l'environnement. L'exemple le plus flagrant, c'est évidemment l'extraction d'énergie fossile, mais ça peut être également l'élevage intensif. Donc on a cette première partie, c'est l'exclusion. On va aller plus loin. On va investir les dépôts dans des projets alignés avec la transition écologique. Et donc pour cela, on a choisi les secteurs qui ont été identifiés comme clés dans la transition. Donc on va là ici financer par exemple l'agriculture durable ou les mobilités douces. Et donc au-delà du fléchage, il y a un enjeu de transparence, une forme de combat contre l'opacité des établissements sur ce sujet, puisque vous pouvez poser la question à votre conseiller dans un établissement traditionnel, il sera bien incapable, même avec la meilleure volonté, de vous expliquer comment sont utilisés vos dépôts. Donc là, on a cet enjeu de transparence, on le voit ici. Dans notre application, on a un tableau de bord d'impact qui permet de suivre en fait tous les projets que l'on finance avec les dépôts. Et donc, je vous parlais d'agriculture durable. On a un projet, par exemple en Nouvelle-Calédonie, qui est un territoire où le mix énergétique est très carboné, donc ça avait d'autant plus de sens. Et puis une partie en plus du parc se faisait sur le toit de serre, et donc ne neutralisait pas la production sur place. Donc là, on avait même c'était un projet qui mêlait agriculture durable et énergie renouvelable. On a eu très heureux on a participé à la rénovation du métro de Marseille, par exemple. Donc là, on touche aux mobilités douces. Là aussi, c'est un territoire où il y a un enjeu fort. D'amener les populations à prendre encore davantage les transports en commun. Mais voilà, vous le voyez, ça peut être aussi des technologies nouvelles pour le recyclage ou l'extension et la modernisation d'une station d'épuration. Donc voilà, tout ce qui est autour de la gestion des déchets, gestion des eaux usées. Et encore une fois, sur les comptes courants, ce qui est particulièrement difficile, c'est qu'on n'a pas de label. Donc les labels ont leurs limites. Peut-être un sujet qu'on aura l'occasion d'évoquer, mais sur les comptes courants, c'est encore c'est une feuille blanche. Slide peut-être suivante. Oui, tous consommateurs. Donc ça, je vais juste, c'est plus pour donner un peu de relief, puisqu'on là on s'éloigne légèrement de la finance, mais c'est intéressant chez Helios. Voilà, on a développé un programme de fidélité en propre. On a réuni autour de nous des commerces engagés, puisque au-delà du fléchage des dépôts, on a estimé qu'il était intéressant aussi de guider la consommation et donc d'identifier les marchands qui s'engagent du coup dans cette transition, qui ont une offre qui est adaptée. C'est quelque chose qui n'est pas forcément simple de savoir vers quelle marque se diriger. Et puis, avec ce programme, on fait, si je puis dire, sauter la barrière du prix, qui revient souvent comme le premier facteur qui empêche de consommer mieux. Et donc, on reverse 5 à 6% du montant total de l'achat dans une cagnotte. Donc, cette approche globale de financement de la transition par le fléchage des dépôts, mais aussi par le fait de guider davantage la consommation, parce que nous, on est sur le... Comment dire, on s'intègre dans le secteur du paiement, donc c'est vraiment le quotidien. Un aperçu, je ne vais pas en dire trop, Noémie, comme ça tu pourras prendre la suite, mais on est très heureux. Donc ça fait maintenant, ça fera 3 ans qu'on travaille avec Greenly sur la mesure de notre impact, et on va le voir. Ce qui est essentiel, c'est l'intégration du scope 3, c'est l'intégration des investissements qui sont faits par la banque. Et donc voilà, on a été pour 2 années, durant 2 années consécutives, et là on
on sera très heureux de révéler le rapport d'impact 2024 dans les toutes premières semaines de janvier. Mais vous le voyez, là où un établissement peut aller au-delà donc par million d'euros investis, au-delà d'un équivalent de 600 tonnes de CO2, chez Helios, voilà, c'est 6 fois moins, on est à 100 tonnes d'équivalent CO2 par million d'euros investis. Donc voilà, on peut, en fléchant, en choisissant nous-mêmes les projets alignés, les projets qu'on va financer, en s'assurant qu'ils sont alignés avec la transition écologique par une méthodologie rigoureuse, on peut faire la différence. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est déjà plus de 9 euros, on peut même dire voilà, près de 10 millions d'euros investis dans la transition écologique, et ce n'est que le début. Et donc, je laisserai Noémie en dire un peu plus voilà, sur la méthodologie et comment on arrive à mesurer l'impact. Mais en tout cas, pour nous, c'était très intéressant, très important aussi que ce soit un organisme tiers indépendant qui vienne voilà, vérifier notre travail. Ok, donc je pense que merci beaucoup Florian pour toutes ces informations et cette introduction qui, je pense, a apporté pas mal d'éléments de contexte. Et en effet, chez Greenly, notre métier, c'est de venir apporter ce regard un peu critique sur ce qui peut être avancé par les banques dans leur langage, dans certains arguments commerciaux qu'ils vont utiliser. Et en fait, moi, ce que j'ai envie d'apporter ici dans ce webinaire, c'est de montrer que cet impact carbone-là, il est mesuré selon certaines méthodologies qui sont plus ou moins transparentes, plus ou moins fiables et qui varient beaucoup d'un acteur à l'autre. Et du coup, je vous propose ici de pouvoir aussi avoir ce regard critique sur ce que vient de dire Florian et de pouvoir comprendre comment est-ce qu'on a fait, quelles sont les émissions qui sont tenues, dont les banques sont aujourd'hui tenues responsables, et comment est-ce qu'on va venir calculer leurs émissions. Avant de plonger là-dedans, je me suis dit que c'était intéressant de revenir sur l'intérêt du bilan carbone pour une banque. Florian a dit un mot comme c'est important pour nous. En fait, en effet, l'intérêt pour les institutions bancaires de calculer leur bilan carbone, il est double. Il permet d'une part de minimiser ce qu'on appelle les risques engendrés par les changements climatiques. Il y en a de deux types, les risques physiques et les risques de transition. Et d'autre part, ça va leur permettre de réduire certains coûts additionnels. Donc, déjà, donc les banques et les projets, les différents actifs dans lesquels les banques investissent sont soumis à des risques liés au changement climatique et par extension, votre argent également, qui est placé dans cette banque. Donc les risques physiques, ça va être lié aux conséquences du réchauffement climatique sur l'éco-anxiété, par exemple la productivité des salariés, l'évolution des rendements agricoles. Donc par exemple, certains risques physiques, on les connaît bien, mais ça peut être l'augmentation et la fluctuation des températures moyennes, ça peut être l'intensification des phénomènes météorologiques extrêmes, ça peut être l'augmentation du niveau de la mer, la raréfaction des ressources énergétiques, alimentaires. Et puis les risques de transition, ça va être les risques qui sont liés aux évolutions réglementaires, notamment destinées à limiter les émissions de gaz à effet de serre et destinées à accompagner l'économie vers un modèle bas carbone. Et donc ça va avoir des impacts sur l'évolution du prix du carbone sur les marchés, par exemple, qui est intégré sur le marché européen, ou encore la mise en place de nouvelles taxes, la hausse des prix de l'énergie. Et ça, pour Greenly, on pense que le bilan carbone est une excellente barrière de protection contre ces risques. Il peut y avoir des risques de réputation qui sont engendrés, et donc le bilan carbone va nous permettre à la banque de pouvoir gérer ces risques avec de la donnée qui va pouvoir orienter les décisions qui sont prises, de pouvoir se conformer et voir en avance les réglementations qui vont qui vont venir impacter la banque et de pouvoir s'y conformer assez tôt, d'optimiser les coûts et l'efficacité opérationnelle. On sait aussi que le changement climatique va pouvoir impacter certains investissements et donc ça permet de s'assurer d'une certaine résilience économique. Et enfin, je l'ai mis en dernier, mais parce que c'est souvent la première motivation, mais ça permet aussi d'améliorer
son image de marque et sa réputation auprès de ses clients, tout en, et là c'est là que Greenly a aussi une plus-value, c'est en se prémunissant de tout ce qui sera greenwashing ou communication inexacte sur les résultats du bilan carbone. Aujourd'hui, le bilan carbone dans le secteur financier souffre d'un manque de méthodologie standardisée pour calculer l'empreinte carbone. Et donc, ça résulte en fait en une approche qui est globalement volontariste et qui s'accompagne d'une grande variabilité des méthodologies et donc des pratiques et de facto des politiques et de l'efficacité des politiques qui sont mises en place pour orienter les financements vers des secteurs de transition. Donc, il y a certaines banques qui vont inclure les émissions de leur portefeuille d'investissement et il y en a d'autres qui vont se limiter aux émissions directes de leurs opérations. Et là, on parle quand même d'un facteur de 10% de leurs émissions par rapport à 90% de leurs émissions. Donc, on invisibilise une énorme partie de leur impact carbone. Et donc, chaque institution peut un peu développer sa propre méthode en fonction de ses ressources, en fonction de ses priorités. Et donc, les résultats vont beaucoup varier. Donc, attention aux comparaisons d'une banque à l'autre, qui a calculé le bilan carbone, quelle a été la méthodologie. Et donc, ça rend assez compliqué pour nous, potentiels clients, de comparer les banques et de venir aussi avoir confiance en leur communication. Donc, au-delà de l'intérêt que j'ai présenté avant, le bilan carbone peut être en fait un exercice auquel la banque est soumise. L'État français aujourd'hui impose le bilan carbone à un certain nombre d'entreprises. Pour certaines, ça va être seulement le scope 1 et 2, et puis parfois le scope 3 est optionnel. Et puis ensuite, il y a des standards. Donc le scope 1, 2, 3, c'est le bilan carbone classique, je reviendrai juste après, mais il est encadré par l'ADEME, certaines méthodologies comme le bilan des émissions de gaz à effet de serre, version 5 aujourd'hui, c'est celle qu'on utilise chez Greenly. Mais il y a aussi le Greenhouse Gas Protocol à l'échelle internationale. Et puis ensuite, il y a des standards volontaires, comme le PCAF ou la TCFD, où là, on va venir regarder les émissions financées, qui sont donc les montants investis par la banque. Mais les montants, par exemple, sur les comptes courants, sont souvent exclus des bilans carbone parce qu'ils représentent des flux financiers plutôt que des investissements directs. Par exemple, un virement de salaire, un paiement de facture ne sont pas directement liés à des activités productrices de carbone et donc ils ne vont pas être évalués. Pourtant, on sait que quand on envoie un mail, déjà, on sait que tout ce qui est dans le cloud, ça n'est pas du tout immatériel et ça a un impact carbone. Ben, de la même manière, mais on ne va pas venir regarder ça pour l'instant dans l'état des méthodologies. Et donc, c'est assez complexe aussi de venir tracer et d'attribuer précisément les émissions à ces flux d'argent. Pareil, les places de marché, tout ce qui va être activité en bourse, ça ne va pas être suivi non plus par les bilans carbone. Pourtant, c'est très émetteur de carbone. Donc, ça permet aussi de vous donner une vision critique des méthodologies et de ce qu'on peut aujourd'hui mesurer, même si un de nos motos, c'est de dire on ne peut pas réduire ce qu'on n'a pas mesuré, et je pense que c'est déjà un bon premier pas. Donc, c'est crucial de comprendre un peu de quelles émissions les banques sont responsables. Et donc, contrairement aux entreprises industrielles, les banques n'ont pas énormément d'émissions directes. C'est pas très significatif. Leur empreinte vient beaucoup de leurs activités financières, les prêts, les investissements et la gestion des actifs immobiliers. Et donc, sur ça, je voulais dire juste quelques mots sur pourquoi est-ce qu'en fait c'est leur scope 3 qu'on va venir regarder en particulier. Nous, on suit les scopes du Greenhouse Gas Protocol. Donc, les émissions du scope 1 sont les émissions provenant de sources que la banque possède ou contrôle directement. Donc, ça va être, par exemple, le chauffage des bureaux, ou s'ils ont une flotte de véhicules de service, eh bien, ça va tomber sous ce scope-là. Le scope 2, c'est les émissions indirectes de gaz à effet de serre résultant de l'achat d'électricité, de froid ou de vapeur. Donc, tout ce qui est climatiseur, etc., chauffage, ça tombe sur le scope 2. Et en France, par choix ou par chance, on a un scope 2 qui est souvent très réduit parce que notre mix énergétique est faible en intensité carbone. Et puis enfin, il y a les émissions indirectes de gaz à effet de serre qui proviennent des sources qui ne sont pas détenues ou pas directement contrôlées par la banque,
mais qui sont liées à ces activités. Et donc ici, on va vraiment parler des investissements. La méthodologie que Greeny utilise pour les investissements, elle se veut la méthodologie la plus robuste qui existe aujourd'hui et elle s'appelle PCAF, donc ça veut dire Partnership Carbon Accounting Financials. Et peut-être pour un spoiler alert ou pour déjà avoir pas mal de transparence, c'est une méthodologie qui a été développée par une association de banques. Et il y a environ 500 banques dans ce partenariat et à date, seulement 30 d'entre elles avaient réalisé un bilan carbone. Donc c'est pour dire un peu le regard critique qu'il faut porter sur ces méthodologies et le fait qu'elles sont vouées à évoluer vers quelque chose de plus transparent et de plus robuste. Et donc, on va venir calculer les émissions financées, assurées et facilitées qui sont du coup dont la banque est responsable. Et donc, ça vient sous le scope 3. Et par exemple, si on finance une centrale à charbon, il est naturel de considérer que l'on est pour partie responsable des émissions de cette centrale à charbon, qui a été finalement permise grâce ou à cause de l'argent investi. Et donc, c'est assez compliqué, finalement, de venir déterminer le partage des responsabilités entre les différentes parties prenantes. Et donc, c'est ce que cette méthodologie permet de faire pour les différentes classes d'actifs. Donc, ça peut être des actifs en private equity, ça peut être de l'immobilier, des projets d'investissement, de la dette souveraine, des prêts immobiliers ou des prêts pour des véhicules. Et donc, on va venir attribuer les émissions liées à cet actif à la banque. Et donc, c'est cette méthodologie-là qu'on utilise pour associer le volume d'émissions de gaz à effet de serre financé par la banque. Et donc, pour terminer, ce que je viens de vous proposer là, c'est ce qu'on a mis en place pour Helios. On a donc réalisé leur bilan carbone en 2023. On a calculé les scopes 1, 2 et 3, puisque même si les scopes 1 et 2 sont plus réduits, on ne va pas du tout venir les négliger. Donc, on a fait les 3. Et surtout, on s'est vraiment concentré sur le scope 3, leurs émissions financées, pour pouvoir les comparer aux autres et pouvoir justifier aussi de ce qu'ils vont communiquer auprès de leurs clients. Donc, la plateforme Greeny permet de mesurer de manière semi-automatisée les émissions des scopes 1 et 2, avec une plateforme qui est collaborative, qui permet aussi aux collaborateurs d'Helios de pouvoir y participer chacun à leur niveau, de pouvoir engager leurs collaborateurs, donc leurs investisseurs, les différentes parties prenantes de la banque, les employés et également les clients. Et enfin, de pouvoir en tout cas les armer de ressources de communication qui sont transparentes, qui sont à chaque fois justifiées de la méthodologie et qui permettent du coup de sensibiliser les clients pour qu'ils puissent faire le meilleur choix de banque. Merci Noémie. Voilà, on a pu avoir une prévision assez complète sur la partie à la fois méthodologique du calcul des émissions carbone d'une banque. On a aussi maintenant en tête la vision de comment est-ce que l'argent qui est placé dans nos banques sur nos comptes courants va polluer et comment typiquement Helios permet aux consommateurs d'avoir les bons outils pour comprendre et mesurer cet impact-là. Et je pense que c'est intéressant maintenant de faire le lien avec l'épargne qu'on va placer, donc qui dérive un peu du compte courant, mais pour comprendre vraiment comment est-ce que cette épargne-là elle est utilisée ensuite. Donc on a compris comment elle était mesurée et intégrée dans les bilans carbone des banques, mais peut-être comprendre aussi comment est-ce que cette épargne à son échelle elle pollue et comprendre aussi comment est-ce que des projets responsables dans lesquels on va pouvoir épargner vont être choisis, puisqu'il y a aussi ici un enjeu de méthodologie. Mathieu, est-ce que peut-être tu veux prendre la parole sur ce sujet-là? Yes, avec plaisir. Et bonjour à toutes et tous. Également ravi d'être présent à ce webinaire. Finalement, alors, en préambule, ce qui est important de noter, et tu l'as très bien rappelé, c'est qu'une banque peut fournir finalement plusieurs services. Là, on s'est bien focalisé sur la partie bancaire, compte courant, mais il n'y a pas que ça, effectivement, et il y a tous les sujets d'investissement également qui subissent finalement la même problématique de manque de transparence et de greenwashing finalement qui est omniprésent.
Donc l'investissement, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est lié finalement à nos comptes d'assurance vie, à nos contrats d'assurance vie, à nos plans épargne retraite et autres, qui subissent aujourd'hui un greenwashing, on va dire, massif et très peu de transparence finalement dans ce monde-là. Un chiffre, juste pour, deux chiffres finalement pour illustrer un peu cette problématique. Je pense qu'on est tous sensibilisés aux objectifs climatiques fixés par l'accord de Paris, qui visent à limiter le réchauffement à plus de degrés à horizon 2100 tout en cherchant à le limiter à 1,5. Aujourd'hui, si on calcule finalement la trajectoire actuelle de ce que nous on appelle l'économie mondiale, alors l'économie mondiale, ce que c'est finalement un indice boursier, donc un indice investi sur les marchés financiers qui reflète plusieurs sociétés investies dans tous les pays dans le monde, que ce soit des pays développés ou des pays émergents. Quand on calcule cette trajectoire de réchauffement climatique, aujourd'hui, on est plus finalement à 3,7 degrés. 3,7 degrés, c'est bien au-delà finalement de l'objectif qui a été fixé par l'accord de Paris. Et la raison finalement, elle est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de greenwashing dans le monde de l'investissement, très peu de transparence, alors même aujourd'hui que les épargnants sont en demande finalement de davantage de transparence et de durabilité finalement dans leur portefeuille d'investissement. Donc la résultante étant que notre argent est mal investi. Alors bien évidemment il y a eu des choses qui ont été mises en œuvre justement pour pallier à ce manque de durabilité. Je pense notamment au label. Peut-être que certaines et certains d'entre vous ont déjà entendu parler du label ISR, qui est le label le plus connu aujourd'hui en France pour qualifier la durabilité d'un investissement. Malheureusement, ce label, même s'il a été refondu il y a très peu de temps, il n'est pas suffisamment exigeant au regard finalement de l'urgence climatique. Aujourd'hui, pareil, quelques chiffres, alors même que la finance durable avance, aujourd'hui, on a encore 0,2%, on n'a que 0,2% des actifs sous gestion globaux qui sont réellement alignés sur l'accord de Paris. Et quand je parle d'alignement sur l'accord de Paris, je parle des 3 scopes finalement d'émissions de CO2. Et Noémie l'a rappelé tout à l'heure, lorsqu'on calcule finalement un bilan carbone, il faut avoir vraiment une vision à 360 degrés. On prend en compte le scope 1, le scope 2 et également le scope 3 qui constitue 80-85% finalement de l'empreinte carbone d'une société. Malgré la signature de l'accord de Paris, malgré tout ce qui a été fait aujourd'hui en matière d'investissement responsable, plus de 5 500 milliards de dollars ont été investis dans les énergies fossiles dans les 7 ans qui ont suivi la signature de l'accord de Paris. Et spoiler alerte, dans ces 5 500 milliards, on peut retrouver effectivement des établissements financiers français. Et aujourd'hui, preuve que les labels ne sont pas la bonne réponse, on n'a que 20% des épargnants qui font confiance aujourd'hui aux labels pour valider l'orientation durable d'un fonds. Alors les labels aujourd'hui, nous on considère qu'ils sont utiles finalement pour guider les épargnants. On pense aux labels dans le monde de l'alimentation. C'est un bon moyen justement de pouvoir choisir les produits qui semblent être les mieux disants en tout cas. Dans le monde de la finance, on s'est dit qu'on pouvait transposer finalement ce modèle-là, mais malheureusement aujourd'hui on peut trouver des fonds, des investissements qui se disent labellisés, qui sont encore massivement investis dans les industries polluantes, comme par exemple les énergies fossiles, qui sont de facto incompatibles aujourd'hui avec les objectifs, avec les scénarios de référence internationaux. Donc ça, c'est un sujet qui est très important. Et aujourd'hui, on constate que le manque de transparence et la peur du greenwashing, après tout ce qu'on vient exposer, est un des principaux freins à l'investissement. Florian l'a rappelé tout à l'heure, le patrimoine financier en France, c'est plus de 6 000 milliards finalement d'euros. Et sur ces 6 000 milliards d'euros, on n'a qu'une infime partie qui est redirigée réellement vers la transition écologique. Alors que, à côté de ça, on a des organismes comme l'Agence internationale de l'énergie qui nous dit qu'il faut investir plus de 5 000 milliards par an d'ici 2030 si on souhaite tenir finalement les objectifs de l'accord de Paris. Donc, la preuve en est qu'aujourd'hui, tous les acteurs sont sollicités, bien évidemment les acteurs publics, forcément, que ce soit les agents, tous les agents économiques en tout cas sont sollicités, que ce soit les États, les entreprises, mais également les particuliers. Et d'ailleurs, quand on regarde le dernier rapport du GIEC, on voit bien que tous les flux, tous les financements sont sollicités, que ce soit les financements privés ou encore les financements publics. Donc à partir de ça, on se dit qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment qui est redirigé vers la transition, on a des labels qui ne sont pas suffisamment exigeants pour guider les épargnants vers des solutions réellement durables. Comment on fait? Nous, chez Goodvest, si on passe du coup à la slide suivante, on a mis en place du coup une méthodologie de sélection stricte et unique et scientifique. Et ça, c'est un point qui est important parce que nous, chez Goodvest, on considère que si on souhaitait finalement s'attaquer à cette problématique de l'impact de l'investissement, il fallait s'appuyer sur des piliers scientifiques
parce que le climat, à notre sens, c'est une affaire de science. C'est pas une affaire de label ou autre, qui est très opaque, dont les méthodologies sont un petit peu des black box. On s'est dit qu'il fallait s'appuyer sur des indicateurs scientifiques. Donc, on s'est appuyé essentiellement sur 3 grands piliers. Un pilier d'exclusion. On considère qu'aujourd'hui, on ne peut pas respecter les objectifs de l'accord de Paris si on investit encore dans des industries comme les hydrocarbures. Et par définition, aujourd'hui, le GIEC indique bien que plus aucun projet fossile ne doit sortir si on souhaite respecter finalement cette trajectoire de degrés. Le deuxième pilier, c'est l'analyse de l'empreinte carbone. Je pense qu'on en a beaucoup parlé là, depuis le début de ce webinaire. On a parlé du bilan carbone, de la mesure finalement des émissions. On considère qu'aujourd'hui, le carbone, même s'il ne se voit pas, c'est un indicateur finalement qui est scientifiquement quantifiable et évaluable. Donc, on peut se baser dessus pour mesurer à la fois son impact négatif, et également la contribution d'une société à l'atténuation du changement climatique. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé, nous, d'analyser l'empreinte carbone de l'ensemble des sociétés, finalement, dans lesquelles on va être investi. Là, pour le coup, alors on ne travaille pas avec Greenly sur ces sujets-là, on travaille avec Greenly sur d'autres sujets, plutôt sur la mesure de notre bilan carbone en tant que société. Mais sur ces sujets, finalement, d'impact de carbone de l'investissement, on travaille notamment avec Carbone 4 Finance, qui nous permet, in fine, d'aligner nos portefeuilles d'investissement sur l'accord de Paris. Le troisième pilier, qui est tout aussi important que le climat, que le carbone, et on en parle très peu aujourd'hui, et c'est un petit peu la grande oubliée de l'investissement responsable, c'est la biodiversité. Aujourd'hui, on a la moitié du PIB mondial qui dépend des services écosystémiques. La biodiversité est une frontière planétaire qui est déjà dépassée. Donc l'enjeu est tout aussi important que le climat et malheureusement, on n'en parle pas assez. Si je prends un exemple que je donne tout le temps, c'est dans 50 pages du référentiel du label ISR, le terme biodiversité n'apparaît que 3 fois sur 50 pages. La preuve en est qu'aujourd'hui, la biodiversité n'est pas forcément prise en compte alors même que son enjeu est tout aussi important que celui du climat. Et donc chez Goodvest, on a décidé à partir du consensus scientifique aujourd'hui de ce qui était disponible dans l'état de l'art, en tout cas scientifique, de commencer à mesurer finalement l'impact des activités économiques de chacune des entreprises sur la perturbation des écosystèmes terrestres et aquatiques. Aujourd'hui, ce sont des indicateurs qui ne sont pas parfaits, mais en matière d'impact, il y a 3 éléments qui sont fondamentaux. C'est l'intentionnalité. Donc, on a cette volonté finalement d'aller mesurer cette empreinte biodiversité et climatique. Et il y a également la mesure, tout simplement, qui fait partie justement des éléments aujourd'hui qui fondent l'investissement à impact. Essentiellement, Goodvest travaille sur les marchés financiers. Donc, un point qui est très important, c'est on va mesurer également l'engagement actionnarial des sociétés de gestion avec lesquelles on travaille. Un point qui est important, nous, on commercialise des contrats d'assurance vie, des plans épargne retraite. On investit dans des fonds d'investissement qui, eux, investissent dans des sociétés. On n'est pas titulaire directement du droit de vote, mais il est important pour nous d'aller regarder finalement comment vont voter les sociétés de gestion, les fonds d'investissement dans lesquels on investit. Ça, c'est un élément qui est fondamental aujourd'hui en matière d'investissement responsable. Et enfin, une analyse financière, ça je ne vais pas m'attarder dessus, et un comité d'investissement également interne qui est composé à la fois d'experts extra-financiers et d'experts financiers. C'est important pour nous de faire valider finalement notre thèse d'investissement par un comité externe qui est composé notamment des meilleures sociétés de gestion sur la place. Je pense notamment à Mirova, qui est leader de l'épargne solidaire en France, ou encore LBPAM, anciennement la Banque Postale Asset Management, qui s'est réellement engagé, en tout cas dans une trajectoire de décarbonation de ses activités. Donc aujourd'hui, tout ça pour dire que grâce à notre méthodologie, on évalue, on ne se base pas sur des scorings, sur des labels, on se base sur des indicateurs concrets de mesure d'impact, on apporte de l'intransparence également pour mesurer son impact. Si on passe du coup à la slide suivante, on arrive à mesurer finalement l'impact de nos portefeuilles et aujourd'hui, on peut dire que nos investissements permettent de réduire finalement significativement notre empreinte carbone par rapport à ce qu'on appelle un portefeuille traditionnel, c'est-à-dire un portefeuille qui est investi comme un portefeuille Goodvest, mais qui ne tient pas compte de notre cahier des charges que je viens de vous exposer. Et aujourd'hui, notre empreinte carbone, elle est 50% inférieure, l'empreinte carbone finalement moyenne des portefeuilles Goodvest est 50% inférieure à celle d'un portefeuille traditionnel. Et j'irais même compléter qu'aujourd'hui, on a une empreinte carbone qui est inférieure, mais pour réellement mesurer la capacité d'un portefeuille d'investissement à contribuer finalement vers la transition vers une économie bas carbone, les émissions finalement de CO2 induites ne sont pas suffisantes. Il faut également calculer, alors même si l'indicateur peut faire débat, ce qu'on appelle des émissions économisées.
dans quelle mesure les activités que je vais financer vont contribuer finalement à remplacer un usage, vont contribuer à décarboner un secteur d'activité et plus globalement vont contribuer à l'atténuation du changement climatique. Et grâce à notre méthodologie, finalement, chez Goodvest, on va cibler les secteurs clés de la transition écologique pour réduire à la fois notre impact sur l'empreinte carbone et augmenter et économiser davantage finalement de CO2 dans le futur et donc contribuer à la transition écologique de manière beaucoup plus significative. Et comment ça se traduit en termes de société, parce que c'est ça finalement le nerf de la guerre et c'est ce que les épargnants veulent, de la transparence. On peut trouver différents types finalement de sociétés investies dans les piliers clés finalement de la transition, que ce soit par exemple dans l'agriculture régénératrice. Là, je vous ai mis l'exemple de Novonesis, qui est active, qui est une société active dans l'agriculture génératrice, génératrice, qui va fournir notamment des produits biologiques à base d'enzymes et de micro-organismes, qui vient justement en substitution des produits phytosanitaires, donc des produits chimiques qui sont utilisés dans l'agriculture. Donc ça permet justement de promouvoir à la fois l'agriculture durable, de protéger la santé des consommateurs et de préserver également les écosystèmes. Je vous en ai parlé, on parle de climat, mais il faut également penser biodiversité. Donc indirectement, cette société, les solutions qu'elle va développer vont favoriser la restauration finalement de la biodiversité. On peut également citer bien évidemment des sociétés actives dans les énergies renouvelables. Je vous ai mis Vestas, qui est aujourd'hui le plus connu, qui fournit 30% du parc éolien français. C'est une société danoise qui est très active. Aujourd'hui, on a besoin d'énergie renouvelable si on souhaite décarboner notre mix électrique. Vestas fait partie des sociétés fait partie des pure players aujourd'hui de la transition. Peut-être un peu plus connu pour les sportives et les sportifs, Shimano. Shimano, c'est une société qui est active dans la mobilité bas carbone, qui fournit des produits d'équipement pour vélo, notamment des dérailleurs, des pédaliers ou autres. Donc ça, typiquement, c'est une société qui, de par son savoir-faire depuis des dizaines et des dizaines d'années, permet de développer justement les solutions de mobilité douce. Et plus connu encore, je pense qu'on l'utilise toutes et tous, la SNCF. Ça peut paraître bête et méchant, mais finalement, aujourd'hui, la SNCF est active dans la mobilité bas carbone et permet de promouvoir justement une alternative à l'automobile ou l'aérien, qui sont des secteurs, qui sont des activités ultra carbonées, en tout cas dans le secteur du transport. Il faut avoir en tête que le secteur du transport, aujourd'hui, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc, il y a un besoin de décarbonation qui est important. Donc, nous, on cherche justement à cibler toutes les sources de décarbonation, que ce soit des sources de mobilité douce, des sources de mobilité partagée, des sources de covoiturage, par exemple, sur courte distance. Chez Goodvest, là, on est en train de développer de nouveaux portefeuilles d'investissement, notamment en non-coté, et on regarde justement des sociétés qui aujourd'hui développent des solutions de covoiturage sur courte distance, par exemple sur des durées inférieures à 80 km. Donc ça, typiquement, c'est tout ce qu'on va pouvoir faire chez Goodvest, tout ce qu'on va pouvoir financer par l'intermédiaire de nos contrats d'assurance vie ou de nos plans épargne retraite. Et pour synthétiser, si on compare la solution d'investissement Goodvest par rapport à une solution d'investissement qui se dit responsable, en tout cas en façade, on peut voir qu'on va cocher beaucoup plus de cases de par notre méthodologie aujourd'hui de sélection beaucoup plus poussée, beaucoup plus scientifique et surtout notre approche beaucoup plus globale, beaucoup plus holistique du monde de l'investissement, que ce soit en termes d'empreinte carbone, en termes d'exclusion, en termes d'empreinte biodiversité et également en termes d'exclusion sectorielle. Aujourd'hui, on a une politique d'exclusion sectorielle chiffrée qui est totalement publique, hein, on est totalement transparent là-dessus, vous pouvez la retrouver sur notre site internet. Mais typiquement, sur les énergies fossiles, ça peut être très compliqué pour un épargnant d'aller regarder dans le détail la politique d'exclusion d'une société de gestion ou d'une grande banque française ou étrangère. Chez Goodvest, nous, elle est chiffrée, elle est entièrement publique et vous savez précisément dans quoi on va investir et dans quoi on ne va pas investir. Et surtout en matière de transparence, ça c'est un point qui est très important, il faut de la transparence dans le monde de l'investissement. Il faut que les épargnants puissent comprendre et connaître réellement leur impact sur l'environnement. Ce que j'aime bien dire, c'est que on peut connaître rapidement sur un portefeuille d'investissement notre plus-value ou notre moins-value financière. Dans mon monde idéal, j'aimerais qu'un épargnant puisse connaître tout de suite, matérialiser en tout cas son impact positif ou négatif sur l'environnement. C'est pour ça qu'on a mis à disposition une fonctionnalité impact chez Goodvest qui permet finalement de connaître tout de suite sa trajectoire de réchauffement climatique, son empreinte carbone liée à son portefeuille d'investissement ou encore la surface équivalente en mètres carrés d'habitat naturel préservé grâce à son investissement. Et toute cette transparence, justement, elle permet à la fois à l'épargnant de reprendre confiance, parce que ça, c'est un point qui est important, de redonner confiance aux épargnants et de mesurer, finalement, de connaître son impact concret sur l'environnement.
par l'intermédiaire finalement de son assurance vie ou de son plan épargne retraite. Voilà, j'en ai fini de mon côté. Donc il y a eu pas mal de questions. Merci Mathieu. On voit donc que la transparence et l'aspect méthodologique, c'est hyper important pour s'assurer de la bonne traçabilité, de la bonne mesure des émissions et surtout que la méthodologie, finalement, elle est clé et centrale, en fait, j'ai l'impression, dans vos trois propos, à la fois pour identifier, mesurer et identifier les alternatives qui vont être dites responsables ou les projets financiers qui vont être durables et pour mesurer derrière les émissions des banques pour s'assurer que finalement c'est tout le secteur bancaire dans son entièreté qui va vers plus de durabilité. Donc, la méthodologie est hyper importante. On a parlé des limites qu'on pouvait rencontrer aussi sur cet aspect méthodologie. Florian, tu as parlé des labels qui n'existent pas encore forcément, ou bien des limites des différents frameworks qui peuvent exister dans la partie empreinte carbone que tu as cité, Noémie. Donc, voilà, en tout cas, notre argent ne dort pas et c'est crucial d'avoir des outils et des alternatives responsables pour être sûr, en tant que consommateur et qu'individu, d'avoir les bons outils pour changer simplement sa manière de consommer et de faire ses placements financiers pour s'assurer qu'ensuite ce soit en effet tout le secteur qui soit entraîné vers plus de durabilité. Merci à tous les trois. On va peut-être maintenant passer à une petite session de questions-réponses. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes sur le chat. Ouais. Alors. Et des intéressantes. Alors, faut rester jusqu'au bout. Je pense qu'on va éclairer. Si certains se posent ces questions, je pense que ça va servir aussi à tout le monde. On est prêt en tout cas à y répondre. Super. Ouais, on est à fond. Alors, on a une première question de Sylvie Grandbé. Désolée si j'écorche des prénoms. Je pensais que l'argent sur les comptes courants n'était pas investi. Alors oui, donc on l'a vu en tout début de webinaire, l'argent est en effet investi. Donc il y a un enjeu de liquidité sur les comptes courants, donc ce n'est pas l'entièreté des sommes qui est investie. Donc c'est ce que j'expliquais avec l'historique. En fait, en connaissant sa typologie de client et donc en sachant dans quelle mesure les flux sont amenés à bouger, eh bien, on est capable de définir une part des dépôts qu'on va dire stable, et donc on va pouvoir investir dans les projets que je citais. Donc il y a aussi une notion de risque. Forcément, les projets dans lesquels on va investir avec les dépôts des clients, parce que je rappelle que le compte courant est un produit sans risque, et d'ailleurs il y a un fonds de garantie des dépôts à hauteur de 100 000 euros par titulaire et par établissement en France, et de résolution. Donc nécessairement les projets vont devoir répondre à un certain nombre de critères, notamment de liquidité, pour... Voilà, si en théorie, l'ensemble des clients avaient besoin de retirer l'argent, être en mesure d'accéder à ces fonds et donc de permettre aux clients de réaliser leurs opérations. Donc ça reste un produit sans risque, mais évidemment, comme on a une part qui bouge très peu, eh bien, on va faire travailler cette somme. Et donc, chez Helios, c'est ce qui est clé en fait, puisque comme une banque, on va être en mesure d'investir ces dépôts dans des projets qu'on va nous-mêmes choisir. On ne va pas être seulement dans l'exclusion, parce qu'on a aujourd'hui d'autres nouveaux acteurs qui vont proposer de l'exclusion, ce qui est déjà une étape intéressante, puisqu'on a la certitude qu'on ne va pas financer par exemple l'extraction d'énergie fossile, mais là on va beaucoup plus loin et on va travailler sur le fléchage des flux. Et donc cet argent c'est quelque chose qu'on a rapidement évoqué, mais je pense que demain, ce qui sera intéressant aussi dans la mesure d'impact, c'est de mesurer les externalités en effet positives qu'ont les projets. Parce qu'en effet, travailler par exemple sur les énergies renouvelables, il y a nécessairement un impact à un moment donné, mais c'est intéressant de voir comment ce projet-là va permettre de modifier le mix énergétique, modifier les usages. Donc ça, je pense que c'est la prochaine étape, c'est comment on arrive à mesurer
ces externalités positives. Je pense, Florian, dis-moi si je me trompe, hein, mais pour résumer, effectivement, ce qu'il faut retenir, nous c'est la question, on nous la pose tout le temps, cette question effectivement de l'investissement de l'argent sur le compte courant. Nous, ce qu'on répond effectivement, c'est que cet argent déposé octroie de la capacité de crédit à une banque, une capacité de financement, et ce financement, suivant la banque finalement qu'on va choisir, il peut être plus ou moins vertueux, parfois très peu vertueux malheureusement dans le milieu bancaire français. Mais c'est surtout ça, je pense, qu'il faut retenir dans le monde, dans ce milieu-là. Nous, on va agir alors nous, on n'a pas ce qu'un établissement de crédit peut faire de la création monétaire. Ouais. Et en effet, c'est ce que tu évoques, on va pouvoir prêter et donc choisir aussi comment dire, le type de projet, par exemple de la rénovation énergétique dans le parc immobilier. Nous, on va agir directement sur les dépôts et donc ces prêts-là, par exemple, on va les faire à travers des obligations de la Banque européenne d'investissement, par exemple. Nous, vraiment, on n'est pas sur de la création monétaire, mais sur l'investissement des dépôts de nos clients. Très clair. Merci, Florian. Une autre question. En quoi l'évaluation faite par Greeny se distingue de celle faite par Reclaim Finance? Oui, merci beaucoup pour cette question. Je vais pouvoir apporter quelques éléments de réponse. Donc, Greeny est principalement axé sur la mesure des indicateurs climatiques et la réduction des empreintes carbone d'une institution financière. Ça peut être bancaire, fonds d'investissement ou assurance. Et donc, ce sont des solutions de gestion pour orienter aussi les thèses d'investissement de ces différentes infrastructures et pour intégrer les indicateurs ESG. Alors que Reclaim Finance va se concentrer sur le financement de projets durables et la fourniture de produits financiers responsables, sachant que Reclaim Finance est une ONG qui fait aussi beaucoup d'intelligence et de recherche, d'agrégation des politiques réglementaires liées à la finance durable. Et du coup, nous, notre plateforme, elle va venir donner ces clés de lecture et d'engagement pour mesurer et améliorer l'impact environnemental des investissements. Et je pense que dans la question d'après, on pourra parler aussi des différents indicateurs qui sont inclus dans ce qu'on peut faire. J'ai des questions sur l'éthique et tout ça. Voilà, j'espère que ça répond. Et donc, je peux pas trop dire ce que Reclaim Finance n'est pas, mais je peux dire ce que Greeny est. Et je vous invite à nous contacter pour avoir une démo de notre produit et pour pouvoir discuter un peu plus longuement de notre projet. Super. Pour rebondir directement sur la partie éthique, une autre question, l'éthique n'est-elle jamais prise en compte dans vos méthodologies? Et ça inclut donc travail des enfants, niveau des salaires, conditions de travail, etc. Moi, je peux peut-être commencer à répondre, effectivement. Indirectement, si. En réalité, c'est pris en compte dans nos portefeuilles. Néanmoins, et c'est pour ça que j'ai insisté sur la mesurabilité finalement d'un indicateur. Aujourd'hui, on parle beaucoup de critères ESG, environnement, social et gouvernance. Aujourd'hui, malheureusement, la partie sociale, il n'y a pas d'indicateur normalisé, harmonisé en tout cas au niveau international pour mesurer justement toute la partie éthique, travail des enfants, niveau de salaire, etc. Là où par exemple sur le carbone, Noémie en parlait, on a le GHG protocole, etc. qui sont des cadres de référence pour justement promouvoir, prendre en compte finalement des impacts climatiques. Sur la partie S et G d'ailleurs, c'est très complexe et on peut le faire. Nous, on en tient compte, finalement. C'est pour ça qu'on parle beaucoup avec les sociétés de gestion, avec les fonds d'investissement dans lesquels on investit pour avoir une idée de leur politique d'investissement globale pour s'assurer qu'on ne se retrouve pas avec des sociétés assez surprenantes au sein des portefeuilles. Mais le problème étant qu'aujourd'hui, il y a un point qui est important, c'est que il y a plusieurs agences de notation extra-financières qui n'ont pas forcément toutes la même méthodologie. Et on peut se retrouver parfois avec des mesures, avec des indicateurs qui sont totalement opposés les unes des autres. Là où sur le carbone, même si sur le carbone on peut avoir des informations qui sont totalement contradictoires, il y a quand même un cadre international. Sur la partie S et G, on n'en a pas, donc c'est d'autant plus compliqué de prendre en compte ces indicateurs.
Maintenant, nous, typiquement, voilà, ça rentre dans ce qu'on appelle dans les due diligence qu'on va faire des sociétés de gestion. On va échanger, on fait beaucoup de qualitatifs, on échange beaucoup avec les gérants de portefeuille, avec les gérants de fonds pour connaître leur thèse, pour savoir s'ils l'inscrivent finalement noir sur blanc dans ce qu'on appelle leur prospectus, dans leur thèse d'investissement. Donc ça, c'est des choses qu'on va aller regarder. Maintenant, nous, on aimerait pouvoir avoir une mesure globale, parce que là, on parle de travail des enfants, de niveau de salaire, de conditions de travail. Il y a également l'égalité femmes-hommes qu'il faut prendre en compte. Il y a plein de mesures sociales qu'il faut prendre en compte, mais nous, on fait partie typiquement d'une association, d'ailleurs Helios en fait partie aussi, de Schaeffer, qui a pour mission de promouvoir la finance solidaire en France, et ils travaillent justement sur ce type d'indicateur. Donc voilà, il faut stimuler de façon la recherche et le développement sur ces sujets-là, mais on en est encore un peu loin, effectivement. Mais oui, au-delà du projet, on va s'intéresser aux porteurs du projet, et en cela, on va… je pense par exemple au projet Kwitawidje qui mêlait agriculture durable et énergie renouvelable. On avait dans ce projet l'intégration des communautés locales dans la gestion de l'espace. Donc, en regardant qui porte le projet au-delà du projet lui-même, on arrive tout de même à toucher à ces critères qui sont, je pense qu'on vous rejoint tous, clés aussi dans cette transition. C'est vrai que sur le carbone, on peut avoir des indicateurs assez binaires sur la trajectoire et autres. Sur le social, c'est c'est beaucoup plus complexe, c'est vrai là-dessus. Ce sont des indicateurs qui sont très qualitatifs finalement. Ouais. Et en effet, on a parlé ici du bilan de gaz à effet de serre, donc on est resté très sur le critère E, environnemental. Et encore, tu soulevais très justement, Mathieu, que sur la biodiversité, il n'y a pas encore assez d'indicateurs qui sont agrégés, qui permettent une lecture intéressante de l'impact sur la biodiversité des activités d'une société d'investissement. Mais en effet, ils sont souvent inclus. Je pense par exemple au questionnaire PII qui est inclus dans la SFDR, et qui va inclure certains de ces indicateurs-là, mais encore une fois, ça reste très qualitatif. Autre question de Sibel Efremov qui demande quand est-ce que Helios et Goodvest vont permettre aux résidents belges d'utiliser leurs services. Nous, c'est déjà permis. En fait, on propose, les résidents belges, à condition qu'ils soient de nationalité française, peuvent ouvrir un contrat d'assurance vie Goodvest. Je parle que du contrat d'assurance vie, je parle pas du PER, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à ouvrir un PER lorsqu'on n'est pas résident fiscal français. Parce que l'intérêt du PER, c'est la déduction également de l'impôt à l'entrée. Quand on est résident étranger, c'est pas permis. Mais en tout cas, à condition que vous ayez la nationalité française, si vous êtes résident belge, vous pouvez ouvrir un contrat d'assurance vie chez Goodvest. Alors nous, ce n'est pas encore possible. J'aimerais profiter du moment pour réaliser une annonce. Aujourd'hui, il est vrai qu'on demande une adresse de résidence en France. Donc on n'est pas encore disponible à tous ceux qui résident en Belgique, mais ça fait partie des chantiers à venir. Donc voilà, j'ai pas quelque chose de concret malheureusement à annoncer, mais je dirais qu'on y travaille, donc à suivre. Gardez un œil sur nos actualités. Il y a de la demande. Une autre question de Émilie Fleury-Caduc. Quel est l'alignement moyen de vos portefeuilles en degrés Celsius? Du coup, j'imagine pour toi, Mathieu. Ouais, alors nous, on l'a mesuré effectivement, on le mesure tous les ans dans notre rapport d'impact. Là, on est en train de sortir la mesure sur 2024, on attend la fin de l'année. Et sur 2023, on était à exactement 1,69 degrés, je viens de regarder. Donc en deçà, bien évidemment, des 2 degrés, un peu au-dessus finalement des 1,5. Mais ça reste cohérent finalement avec les objectifs de l'accord de Paris. Cette trajectoire devrait diminuer sur 2024, la raison étant qu'on a réalisé beaucoup d'opérations, de mouvements dans nos portefeuilles d'investissement, que ce soit sur les contrats d'assurance vie ou les PER, en ajoutant finalement de nouveaux fonds beaucoup plus vertueux, ce qui va nous permettre de diminuer cette trajectoire. Et on a également ajouté une nouvelle classe d'actifs qui est l'investissement dans les infrastructures, donc dans des projets d'énergie renouvelable, éolien, photovoltaïque,
ou encore des bornes de recharge électrique en direct, donc pas par l'intermédiaire des marchés financiers. Donc là, étant donné que l'investissement est en direct, l'investissement il est tangible, ça peut se toucher grosso modo, et donc ça va nous permettre de diminuer l'alignement en température finalement de nos portefeuilles. Mais de toute façon, ça ne pourra jamais dépasser 2 degrés, ça c'est certain, c'est sûr et certain. Bravo. Merci. Pourquoi est-ce que Goodvest n'apparaissait pas dans le classement fait par Greeny vu dans les premières slides? Bah, tout simplement parce qu'on n'est pas une banque, effectivement. Goodvest, nous, on est conseiller en investissement. Donc effectivement, nous, on travaille avec Greeny sur la mesure de notre intensité, notre empreinte, notre bilan carbone, mais en tant qu'activité. Donc tout ce qui n'est pas de l'investissement. Mais pour le coup, on pourrait apparaître aux côtés d'autres conseillers en investissement, d'autres gérants de portefeuille, mais pas à côté de banques parce que pour le coup, on ne fait pas le même métier, on ne fait pas du bancaire, on fait de l'investissement, donc du financier. Là où Helios se positionne sur la partie bancaire, dépôt, compte courant, etc. Je pense que j'ai répondu en globalité. C'est très bien. Tout à fait. C'est une très bonne question pour se rappeler de garder en tête, de comparer ce qui est comparable, et c'est une bonne illustration. Mais c'est bien de se poser ces questions-là quand on voit ce type de graphiques qui peuvent être utilisés comme énorme argument, et donc c'est bien d'avoir cette réflexion-là. Ouais, non, mais totalement, et c'est pour ça que moi je suis assez content de ce webinaire parce qu'en fait, on est tous sur des métiers différents dans la chaîne de valeur. On est tous partenaires, typiquement avec Helios qui travaille sur la partie bancaire, nous on travaille sur la partie investissement. On a un peu uni nos forces pour justement proposer aux clients d'Helios une solution d'investissement. Donc c'est intéressant de voir que on fait pas le même métier, mais on peut justement essayer de concurrencer les grands mastodontes français qui sont implantés aujourd'hui depuis des années dans le milieu bancaire et financier. Tout à fait. Une dernière question de Johan Marais. Comment promouvoir la finance durable en tant que conseiller en investissement indépendant? Vaste question. Je me permets de répondre. Il y a plusieurs moyens. Alors nous, on travaille depuis le début de Goodvest avec des conseillers en gestion de patrimoine qui proposent nos solutions d'investissement par le biais finalement de leur cabinet indépendant. Mais il y a plusieurs manières finalement de promouvoir la finance responsable, c'est en sensibilisant ses clients. Aujourd'hui, on connaît le grand manque d'éducation financière des épargnants. Quand on additionne finance et écologie, ça peut créer un flou qui est assez conséquent. Donc, il faut prendre le temps, faire beaucoup de pédagogie, questionner ses clients. Aujourd'hui, en tant que conseiller en investissement indépendant, vous avez des obligations qui sont renforcées, notamment depuis l'année dernière. Vous devez tenir compte des préférences ESG de vos clients, des préférences sur le plan environnemental, social et de gouvernance, pour justement proposer la solution la plus adaptée au regard des attentes de vos clients sur le plan environnemental. Donc, il y a déjà ça, il y a la sensibilisation, il y a le recueil des préférences environnementales, et après, il y a la formation. Ça, c'est indéniable. Aujourd'hui, c'est une science qui est nouvelle, en tout cas pour les conseillers en investissement. Donc, il faut se former. Il y a beaucoup de formations, de sujets qui ont été créés. Moi, je pense par exemple aux acteurs de la finance responsable, aux AFR, qui est une association aujourd'hui qui regroupe justement tous les acteurs de la finance responsable. Ils ont créé des formations pour les CGP indépendants. Ils créent également des réunions de travail pour justement les conseillers en investissement indépendants. Donc voilà un petit peu toutes les clés que vous pouvez prendre pour justement promouvoir la finance responsable. Et si vous avez plus d'infos, après nous on a une responsable des partenariats chez Goodvest qui prend à cœur la formation des CGP, des conseillers en investissement pour justement proposer les solutions les plus durables à leurs clients. Génial, merci beaucoup. Dernière slide du webinaire, un petit cadeau de Noël. Cadeau de Noël avant l'heure. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous lancer et adopter des alternatives responsables chez Goodvest, Helios, vous avez donc des petites offres disponibles uniquement pour vous. Et puis, si vous souhaitez aussi creuser un peu plus sur votre projet de stratégie climat, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous gratuit avec les experts Greeny pour en savoir un peu plus. Merci à tous les trois pour nous avoir dédié du temps aujourd'hui, nous avoir partagé toutes vos connaissances sur le sujet.
C'était un plaisir. Est-ce que quelqu'un veut faire dire un mot de la fin, clôturer ce webinaire avec une petite phrase en plus? Non, mais c'était assez clair. Juste rappeler que en tant que particulier, vous avez le pouvoir de rediriger vos comptes, votre épargne, vos investissements. Il ne faut pas hésiter à questionner, à challenger justement les solutions qui existent. C'est hyper important parce que c'est votre argent et vous avez le pouvoir là-dessus. Donc voilà, moi, je peux dire ça sur le mot de la fin. Continuez à... Non, vas-y, je t'en prie, pardon. Non, continuez, je partage, continuez à faire preuve de curiosité et n'hésitez pas à rejoindre le mouvement. Tout à fait. Et moi, Nous sommes là. Petite dernière phrase pour ma génération où on a souvent hérité de notre banque par nos parents. Et aujourd'hui, sachez que vous avez le choix et la possibilité. Il y a plein d'acteurs très intéressants. Sans les nommer ici, je ne vous donne pas du tout de petits tuyaux. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire votre choix. Vous pouvez décider où est-ce que vous mettez votre argent et pour quelle cause est-ce que vous vous engagez. Donc voilà, tous ceux qui ont 25-30 ans, c'est toujours le moment. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous. Excellente fête de fin d'année. Exactement. De très belles fêtes de fin d'année et une bonne fin de journée. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir.